Elle s'appelait Leila. Sur Tinder, elle apparaissait comme une femme mystérieuse, belle à tomber, un regard d'onyx encadré par des cheveux sombres qui glissaient sur ses épaules comme une promesse silencieuse. Chaque détail de son profil était millimétré, photo retouchée juste assez pour sublimer, bio concise mais intrigante, citation de livres rares, une maîtrise parfaite de l'art de paraître cultivée sans avoir l'air prétentieuse. Leila n'était pas née dans le luxe, elle l'avait étudié, disséqué, mimé jusqu'à ce qu'il devienne une seconde peau. Ses cibles? Des hommes riches, seuls, souvent récemment divorcés ou veufs, en quête d'émotions qu'ils croyaient pouvoir acheter. Mais Leila ne vendait rien. Elle prenait, subtilement, lentement, jusqu'à dépouiller leur cœur, puis leur compte bancaire. Tout avait commencé après sa rupture avec Karim, un homme qu'elle avait aimé, vraiment, et qu'il avait laissé pour une avocate blonde de Rabat dès qu'il avait signé son premier gros contrat. Brisée, humiliée, Leila avait compris que dans ce monde, les sentiments ne pesaient rien face au pouvoir. Alors elle avait décidé de retourner les règles à son avantage. Son premier match fut Michel, un entrepreneur français récemment installé à Casablanca. Il dirigeait une boîte de BTP, avait la cinquantaine sportive, une montre Breitling au poignet et une faiblesse pour les femmes exotiques et intelligentes. Leur premier dîner fut parfait. Leila rit à ses blagues, cita Marguerite Duras, lui parla de ses rêves d'ouvrir une galerie d'art. Michel, flatté, s'ouvrit comme une huître. À la fin de la soirée, il lui glissa une enveloppe en prétendant vouloir l'aider à se lancer. 2000 €. Leila ne demanda rien. Elle ne demandait jamais. C'est ce qui la rendait irrésistible. Puis vint Youssef, jeune héritier d'un empire de l'agroalimentaire, discret et mal dans sa peau. Elle l'aborda différemment, elle se fit passer pour une artiste brisée, incomprise, qui avait fui sa famille pour vivre de ses toiles abstraites. Youssef, avide d'être le sauveur de quelqu'un, lui paya un atelier, une voiture, des vacances à Tanger. Leila l'embrassa une fois, puis disparut pendant 3 semaines. Quand elle revint, en pleurs, parlant d'un ancien amant violent revenu la menacer, Youssef, paniqué, lui proposa 80 000 dirhams pour disparaître à nouveau et se protéger. Elle les prit, et coupa contact. Leila ne volait pas au sens strict. Elle manipulait. Elle laissait les hommes ouvrir eux-mêmes la porte du coffre. Son jeu était subtil, presque artistique. Elle alternait les profils. Parfois elle s'appelait Sophia, d'autres fois Yasmina, ou même Claire. Elle maîtrisait plusieurs langues, changeait d'accent selon les interlocuteurs. Elle avait un petit appartement à Casablanca, décoré comme un studio d'artiste, et un second logement plus discret à Marrakech, loué sous un faux nom. Son téléphone changeait tous les mois. Elle ne gardait jamais l'argent liquide au même endroit. Et surtout, elle n'aimait pas la violence. Elle refusait de pousser un homme au bord du suicide. Son art, c'était le frisson, pas la destruction totale. Mais avec Thomas, les choses dérapèrent. Thomas n'était pas comme les autres. Franco-marocain, la quarantaine discrète, il dirigeait une boîte de cybersécurité. Il avait l'air un peu triste, un peu perdu, mais terriblement intelligent. Ils parlèrent pendant des jours avant de se rencontrer. Leila sentait qu'il la perçait à jour, lentement, sans rien dire. Lorsqu'ils dînèrent enfin, il lui demanda, sans la regarder, « Pourquoi tu fais ça ?» Elle eut un rire nerveux. « Faire quoi ?» Il sourit. « Ce jeu. Cette manière de séduire pour mieux disparaître. » Elle nia. Il ne la crut pas. Mais il l'embrassa quand même. Et elle se laissa faire. C'était une erreur. Elle revit Thomas 3 fois. Puis 5. Puis 10. Elle resta avec lui plus d'1 mois. Il ne lui donna pas un centime. Ne proposa rien. Elle non plus. Elle s'attacha. Elle voulut tout arrêter. Elle lui avoua son vrai prénom. Il resta silencieux. Le lendemain, il avait disparu. Son appartement était vide. Son téléphone sonna dans le vide. C'était elle, cette fois, qui errait sans réponse. Une semaine plus tard, elle reçut une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une clé USB. Et une phrase manuscrite. « Je t'ai observé, Leila. Tu n'es pas seule dans ce jeu. » Sur la clé, des vidéos. Elle, à différents moments, dans des cafés, dans des hôtels, discutant avec ses victimes. Des captures d'écran de ses faux profils. Des transferts bancaires. Elle comprit. Thomas n'était pas un simple entrepreneur. Il avait enquêté. Pire, il avait tout archivé. Leila eut un vertige. Était-ce la fin? Une lettre de menace? Non. Juste un mot. À toi de choisir comment ça finit. Elle fit ses valises. Elle voulait fuir. Quitter le pays. Tout laisser derrière elle. Mais une part d'elle résistait. Elle décida de revoir ses anciennes cibles. Pas pour leur soutirer autre chose. Pour leur rendre ce qu'elle pouvait. Des excuses. Des vérités.
Certains refusèrent de la voir. D'autres l'insultèrent. Seulement un, lui serra la main. « Tu es malade, dit-il. » Elle répondit, « Je sais. » 2 mois plus tard, elle trouva un poste de serveuse dans un café discret à Essaouira. Pas de téléphone. Pas d'application. Juste le vent, les touristes, le silence. Elle écrivait dans un cahier. Chaque jour, un morceau de son histoire. De ce qu'elle avait fait. De ceux qu'elle avait blessés. Elle ne savait pas si elle cherchait la rédemption ou si elle fuyait encore. Un matin, un homme s'assit à sa table. Lunettes noires. Barbe naissante. Il commanda un café, sans sucre. Elle sentit son cœur ralentir. C'était Thomas. Il posa un livre sur la table. Un recueil de nouvelles. Il l'avait écrit. La première s'intitulait « La voleuse au cœur vide ». Ils se regardèrent. Longtemps. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je veux t'écouter » répondit-il. Et peut-être, pour la première fois, Leila n'avait rien à vendre. Elle n'avait pas dormi depuis 3 nuits. Le visage de Thomas hantait son esprit comme une silhouette floue qui refusait de disparaître, une mémoire vivante de tout ce qu'elle croyait contrôler. Mais ce n'était pas de l'amour, pas vraiment, c'était autre chose, un miroir. Un homme qui, pour la première fois, avait vu à travers ses couches de mensonges sans chercher à la sauver, à la posséder ou à la condamner. Juste observer. Et comprendre. Le retour de Thomas à Essaouira avait ravivé ce feu qu'elle avait essayé d'étouffer sous des couches de culpabilité et d'orgueil. Elle se surprenait à vouloir lui parler, à lui écrire, à lui expliquer non pas ce qu'elle avait fait, elle savait que ça, il le savait déjà, mais pourquoi? Pourquoi elle avait glissé dans cette spirale de manipulation douce, de séduction cruelle, de tromperie élégante? Elle voulait lui dire que ce n'était pas pour l'argent, pas seulement. C'était pour le contrôle. Le sentiment d'avoir enfin le pouvoir, après tant d'années à subir les regards, les promesses creuses, les humiliations silencieuses. Elle voulait lui dire que quand elle faisait semblant d'être aimée, elle se sentait vivante, comme si elle avait repris possession de son corps, de sa voix, de son destin. Mais elle ne lui dit rien. Pendant des jours, ils se croisaient au café, parfois un regard, parfois un sourire discret, parfois rien. Jusqu'au soir où il lui tendit une lettre. Elle hésita à l'ouvrir. Puis, seule dans sa chambre, elle découvrit les mots qu'elle n'attendait plus. « Tu es libre, Leila. Tu n'as plus rien à me prouver. Mais si un jour tu veux écrire la vérité, je publierai ton histoire. Pas pour l'argent. Pour la justice. » Elle pleura cette nuit-là, pas parce qu'elle était touchée, mais parce que pour la première fois, quelqu'un lui donnait le choix. Alors elle se mit à écrire. Tout. Depuis le début. L'enfance pauvre à Meknès, les parents absents, les premiers hommes qui lui avaient volé son innocence sous prétexte de l'aimer, le jour où elle avait compris qu'on ne l'aimerait jamais sans condition. Elle raconta Karim, ses promesses, ses trahisons, les nuits froides où elle attendait son retour pendant qu'il dînait avec d'autres femmes dans des restaurants où elle n'aurait jamais eu le droit d'entrer. Elle raconta la naissance de ses faux profils, les heures passées à étudier les hommes, leurs tics, leurs goûts, leurs failles, comme une scientifique en mission d'infiltration. Elle raconta la montée de son pouvoir, la griserie de se sentir désirée, redoutée, enviée. Elle raconta les moments de doute, les insomnies, les regards dans le miroir qu'elle évitait de soutenir. Et surtout, elle raconta Thomas, pas comme un sauveur, mais comme un point final, un avertissement, une main tendue dans un monde où personne ne tend jamais rien sans prix. Lorsqu'elle termina son manuscrit, elle n'en fit pas de copie. Elle l'apporta à Thomas. Il la lut en silence. 3 jours durant. Puis il revint, les yeux brillants. « C'est une bombe, dit-il. Mais une bombe humaine. » Ils décidèrent de publier sous un pseudonyme. Zara. Le livre fit scandale. D'abord sur Internet. Puis dans les médias. La confession d'une manipulatrice, titraient certains. La revanche d'une femme invisible, disaient d'autres. Les débats faisaient rage. Était-elle une criminelle? Une victime? Une artiste du vice? Des avocats prirent la parole. Certains de ses anciens amants tentèrent de la poursuivre. Mais sans preuve, sans nom, tout restait flou. Une légende moderne. Et pendant que le pays parlait d'elle sans la connaître, Leila, ou plutôt Zara, continuait sa vie à Essaouira. Discrète, inaperçue, jusqu'au jour où une jeune fille entra dans le café. Elle avait 20 ans à peine, les yeux sombres et vifs, la même détresse que Leila autrefois. Elle la regarda longtemps, comme si elle savait. « C'est vous Zara ?» demanda-t-elle timidement. Leila hésita, puis hocha la tête. La fille s'assit. Elle avait lu le livre. Elle voulait comprendre. Elle aussi, elle avait été trahie, elle aussi voulait se défendre, se venger, exister. Leila lui parla longtemps. Lui raconta ce qu'elle avait appris. Que la vraie victoire n'était pas de voler,
mais de survivre sans devenir un monstre. Qu'aucun homme ne mérite qu'on perde son âme. Que le plus dur, ce n'était pas de manipuler, mais d'être honnête avec soi-même. La jeune fille repartit en silence, troublée. Leila resta là, devant la mer. Elle ne savait pas si elle avait semé une graine ou réveillé un démon. Mais elle avait dit la vérité. Enfin, elle retourna à son cahier. Et écrivit « Je ne suis pas une héroïne. Je suis une cicatrice qui a appris à parler. » Puis elle ferma son carnet. La mer, devant elle, était calme. Mais elle savait que quelque part, une autre histoire commençait. Peut-être la sienne. Ou celle d'une autre. Car les femmes comme elles n'ont pas de fin. Seulement des métamorphoses.